Donc merci déjà de me laisser la parole dans le cadre de ce cycle de conférences. J'ai le plaisir du coup de vous présenter un projet qui s'appelle Setup Pro. Donc Setup pour configurer en fait finalement des objectifs de planification urbaine bas carbone. Ce projet a été mené en partenariat avec différents acteurs du privé que vous pouvez voir ici sur la droite du slide, mais également des acteurs du secteur public, donc déjà qui ont soutenu ce projet, notamment le Smart Living Lab, l'Institut Énergie, l'Institut Transform avec le professeur Florine Elradou et son équipe, mais également l'ETH Zurich avec le professeur Guillaume Habert. Si je dois commencer par introduire donc, le sujet, on ne peut éviter la question donc, du budget carbone. Il faut donc comprendre qu'actuellement, quand on parle de changement climatique, un point extrêmement important, c'est donc cette question de budget carbone. On a aujourd'hui un rapport de l'IPCC qui date donc de 2018, assez récent, qui nous dit que si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, eh bien, il faut que l'on n'émette pas plus de carbone dans l'atmosphère, pas plus de 420 gigatonnes de CO2. Donc, c'est des chiffres qui sont pour l'instant abstraits, mais en tout cas, ça nous donne une limite à ne pas dépasser. Tout excédent d'émissions carbone entraînera un réchauffement supérieur à 1,5 degré. Donc, cette logique de budget à l'échelle planétaire est extrêmement intéressante, puisque ça veut dire que, ce faisant, on peut donc définir un budget à l'échelle de la Suisse, mais aussi un budget pour le secteur, par exemple, de la construction. Pour comprendre ce budget carbone, il est intéressant de reprendre la métaphore finalement de la baignoire, un exercice que l'on a tous pu faire quand on était jeune. Aujourd'hui, ce que l'on voit ici, c'est qu'à l'échelle internationale, les activités humaines émettent 40 gigatonnes de CO2 par an. Donc vous voyez qu'à ce rythme, par rapport aux 420 gigatonnes, dans 10 ans, on aura déjà consommé tout notre budget. Et puis, on a évidemment un stockage naturel de ces émissions de carbone qui est aux alentours de 19 gigatonnes. Donc aujourd'hui, on émet 2 fois plus de CO2 dans l'atmosphère que ce qu'on est capable de capter. Et donc forcément, le niveau de la baignoire se remplit et on se dirige vers un réchauffement climatique qui est bien au-delà des 1,5 degrés cibles. Et pour atteindre ces 1,5 degrés cibles, eh bien, il faut fermer le robinet des émissions CO2, au moins à hauteur de ce qu'on est capable de stocker. C'est ce qu'on appelle donc du coup le net zéro carbone, de limiter les émissions carbone à hauteur de notre capacité de séquestration, qu'elle soit d'ailleurs naturelle ou artificielle. Pour comprendre à quel point il faut fermer ce robinet des émissions de CO2, vous voyez ici un graphique qui montre l'augmentation permanente des émissions de CO2 depuis le début du XXe siècle, suite à la révolution industrielle. Et puis on se situe aujourd'hui finalement au niveau du pic de CO2 et on a différents choix possibles. Ici ne sont présentés que deux qui sont déjà extrêmement ambitieux. Un choix avec un scénario avec 1,5 degré de réchauffement climatique qui nécessite une chute drastique dès aujourd'hui des émissions de CO2. Un autre scénario à 2 degrés, et puis on pourrait continuer comme ça, 3, 4, 5 degrés. Donc ce que l'on comprend, c'est qu'il faut diviser nos émissions carbone de manière très très conséquente et à très court terme, pour atteindre ce que l'on appelle donc du coup une neutralité climatique à l'horizon 2050. Et ce budget à l'échelle internationale eh bien, nous donne un objectif que l'on peut maintenant transposer notamment en Suisse. Et donc du coup l'intervention précédente précisait qu'effectivement il y avait des travaux actuellement par rapport à la SIA 2040, donc c'est une norme aujourd'hui sur lesquelles on peut se baser, mais qui doit être donc du coup remise à jour pour être alignée avec ces objectifs internationaux et également l'engagement de la Suisse dans le secteur de la construction. Alors, ce qui est intéressant de voir ici sur cette image, c'est que quand on prend le budget global des émissions de CO2, eh bien, ces émissions de CO2 sont là pour financer, entre guillemets, toutes les activités humaines, que ce soit le secteur industriel, l'agriculture, les loisirs, mais aussi l'habitation, les bureaux, les écoles. Et donc, on peut comme ça faire une sorte d'entonnoir pour donner un budget à l'échelle notamment de l'habitat ou à l'échelle des quartiers, de la mobilité, pour financer en émissions carbone les matériaux de construction, le tempérer le climat intérieur, se procurer de l'eau chaude, etc., etc. Donc, dans le cadre de ce projet Setup Pro, on s'attache finalement à comprendre quels sont les mécanismes qui nous permettent d'aller vers cette performance net zéro carbone. Si on zoome un petit peu à l'échelle d'un quartier, on voit ce qu'on appelle ici des organes vitaux. On doit agir sur les systèmes énergétiques. Donc ça, c'est le système du réseau suisse qui va aller de plus en plus vers des énergies décarbonées. On peut agir sur les matériaux même de construction. C'est aujourd'hui qu'un bâtiment performant, son empreinte
carbone est due à moitié pour ses matériaux, donc c'est ce qu'on appelle le carbone gris, et à moitié pour son usage d'électricité ou d'énergie tout au long des 60 ans, par exemple, de la vie du bâtiment. Donc le carbone gris est extrêmement important dans le choix des matériaux à mettre en œuvre. Mais on peut aussi agir sur l'autoconsommation d'énergie sur le bâtiment, on peut agir sur le stockage d'énergie pour valoriser l'énergie qui est la moins carbonée. Évidemment, la mobilité induite, qui est un chantier gigantesque. Et puis tout ça, finalement, tourne autour des usagers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on construit aujourd'hui à l'échelle du quartier ou du bâtiment pour le confort des usagers. Et donc, c'est un élément central à considérer dans cette problématique. Dans ce projet SET-Pro, on a déjà pu commencer de s'attacher à définir ces budgets carbone, en tout cas en termes de prospective. Si on fait une régression de ce budget carbone mondial à l'échelle de la Suisse au prorata du nombre d'habitants, eh bien, on considère qu'on a environ 470 mégatonnes de CO2. Ça, c'est le budget que l'on ne devrait pas dépasser pour respecter finalement l'engagement de la Suisse pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. La question qui se pose ensuite, c'est donc du coup ensuite comment diviser ce budget par les différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, vous voyez ici au milieu une répartition des différents secteurs entre l'agriculture, l'industrie, la mobilité et puis tout ce qui est logement, des répartitions quasi à part égale. Et on essaye de se projeter en 2050 où finalement on arriverait à réduire complètement les émissions de CO2 liées à la mobilité en utilisant un mix complètement décarboné. On arrivera à réduire les émissions liées à l'énergie consommée pour les bâtiments, mais il y aurait toujours un résiduel pour l'agriculture et l'industrie. Et donc, en traçant cette trajectoire, eh bien, on est capable de diviser ce budget carbone pour chacun de ces secteurs et de se donner des objectifs de progression qui soient cohérents avec cet objectif de neutralité en 2050. Alors, ce projet-là a aussi permis de faire émerger des difficultés. Aujourd'hui, un acteur qui veut donc du coup respecter ses engagements va être confronté à certaines problématiques, notamment une question de périmètre. Par exemple, aujourd'hui, la stratégie climatique de la Suisse s'engage à limiter les émissions de CO2 sur son territoire. Il faut comprendre que quand on construit un bâtiment en Suisse, il y a plus de 70% des émissions grises qui sont générées à l'extérieur de nos frontières, dues à l'import de matières premières ou dues à des process de construction ou de fabrication qui sont à l'étranger. Et donc, il y a des problématiques de comptabilité, de responsabilité, sur lesquelles on doit encore travailler pour harmoniser les méthodes et faire en sorte que l'on soit capable d'avoir un lien direct entre le budget national et les méthodologies de comptage du bilan carbone à l'échelle du bâtiment. Une autre difficulté auquel on a été confronté, c'est le manque actuellement d'outils, mais surtout de méthodes et de processus qui permettent d'embarquer cette démarche carbone à l'échelle du développement des quartiers. Puisque si l'on a un budget à respecter, eh bien, il faut savoir compter le carbone dès le départ, dans des configurations des fois où on a une planification de quartier qui est très sommaire. Il faut donc du coup mettre des outils à disposition et surtout il faut sensibiliser les acteurs pour avoir une possibilité de concertation et de discussion. Si on veut discuter et concerter sur un sujet, il faut avant tout avoir un minimum de compétences, en tout cas de connaissances pour pouvoir dialoguer. Et enfin, définir des objectifs ambitieux mais réalistes et donc du coup faire des itérations entre la définition de ces objectifs et la réalité du terrain. En synthèse de cette intervention, si on doit retenir 3 points fondamentaux, on comprend qu'on va rentrer dans une logique de budget. Comme vous avez un budget pour gérer votre ménage avec un salaire et que vous devez respecter, vous faites une sorte de projection, eh bien on va faire la même chose sur la question du carbone. Et à partir du moment où on a un budget, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir enclencher une comptabilité carbone sur nos opérations. C'est d'ailleurs ce que nos voisins à l'échelle européenne sont en train de mettre en œuvre. Début janvier 2022, en France, il sera obligatoire de respecter un budget carbone pour toutes les constructions neuves. Il y a d'autres initiatives à l'échelle européenne et il faut quand même se rappeler que le secteur de la construction est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on devrait retrouver une réglementation assez rapidement sur le sujet. Et puis, le troisième point, c'est former et responsabiliser les acteurs pour que tout le monde puisse prendre à bras-le-corps ces questions et monter en compétence sur cette question cruciale qui est le réchauffement climatique à l'échelle du quartier pour ce qui concerne la construction. Je vous remercie. Bon après-midi.
En fait, moi, je vais rapidement passer au vif du sujet qui se base sur la planification à l'échelle du bâtiment, avec l'exemple d'un projet concret qui est le bâtiment pour le Smart Living Lab. Je vais passer ici. Okay. En fait, mon objectif, c'est de donner un aperçu de la démarche qu'on a suivie pour définir les exigences, les performances environnementales de notre futur bâtiment. Comme introduction, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Smart Living Lab, sachez qu'il s'agit d'un centre de recherche dédié au futur de l'environnement construit, au bâtiment, sa performance énergétique, son empreinte environnementale, son empreinte carbone, les conditions intérieures, en particulier, par exemple, la qualité de l'air, etc. Le Smart Living Lab est le résultat d'un partenariat académique entre l'EPFL, avec son campus associé EPFL Fribourg, la Haute École d'ingénierie et architecture de Fribourg et aussi l'Université de Fribourg. Actuellement, il y a 11 groupes de recherche avec un total d'environ 130 collaborateurs entre personnel scientifique, administratif et technique. Actuellement, nous occupons provisoirement des locaux dans la Halle Bleue, un des bâtiments existants du quartier de l'innovation situé dans le site de Blue Factory à Fribourg. Et en attendant la construction de notre propre bâtiment, le bâtiment pour le Smart Living Lab. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, l'aventure du Smart Living Lab est étroitement liée au processus de conception du nouveau bâtiment qui abritera en fait les chercheurs, en plus qu'il sera notre outil d'expérimentation principal. L'histoire débute en 2014 à peu près, après 4 ans de recherche autour des différentes thématiques que je viens d'évoquer. Ce travail, avec la participation déjà des chercheurs des 3 institutions, a permis de la définition des exigences de notre bâtiment, le cahier de charge. Nous avons organisé en fait un mandat d'études parallèles, comme vous voyez dans le graphique, autour de 2018, collaboratif, qui a permis en fait de définir, de concrétiser un petit peu le projet. Et les projets issus du MEP ont été évalués en fonction de la qualité architecturale, environnementale, d'usage, mais aussi expérimentale. De cette étape, il y a eu une équipe formée par Benish Architekten, Jason Sommer en ZPF, qui a rapporté le mandat pour poursuivre avec nous la définition de ce projet. Et actuellement, le projet est un appel d'offres. Et il devrait être construit en 2023. À peu près, les ambitions du projet sont multiples. Je n'ai pas le temps de passer en revue tout, mais nous avons tenu en compte toute l'analyse de cycle de vie et nous avons fixé comme objectif principal atteindre les objectifs de la société à 2000 watts. Ça a permis de définir un budget carbone qui a dû être respecté déjà depuis la phase de conception jusqu'au projet détaillé. Et voilà, ce bâtiment présentera une très haute performance énergétique en visant par exemple des objectifs Minergia, par exemple. Il présente aussi, ou il va présenter aussi une grande flexibilité au niveau des aménagements des espaces intérieurs qui va nous permettre en fait de le faire évoluer. Et étant donné qu'il sera notre lieu de travail, mais également notre outil de recherche, la qualité expérimentale a été soignée en faisant sûr que le bâtiment pourra être utilisé pour la mise en place de nombreux projets de recherche et expériences en conditions réelles. On peut dire que ce sera un véritable laboratoire vivant.
Comme illustré dans cette image, tout le processus en soi peut être considéré comme un projet de recherche parce que il y a eu beaucoup d'échanges continus entre les futurs utilisateurs, l'équipe de projet, notre maître d'ouvrage qui est Blue Factory, Fribourg SA. Ensemble, nous avons pu concrétiser le projet qui va nous permettre de poursuivre cette belle aventure. Voilà, de façon un petit peu plus concrète, voici à ce qui devrait ressembler notre futur bâtiment. Actuellement, nous sommes, voilà, c'est marqué dans le slide, la halle bleue. On va déménager en 2023 entre le silo et la halle grise, deux éléments patrimoniaux emblématiques du site de Blue Factory. Le bâtiment présente une structure bois, des éléments préfabriqués qui répondent aux besoins de différentes orientations. Et nous avons une pergola d'accès et 2 jardins d'hiver qui participent à des aspects bioclimatiques. Voilà. Voici le concept global. Très rapidement, il y a des surfaces flexibles, une structure modulaire avec un autre niveau de démontabilité qui va favoriser d'un côté l'évolution du bâtiment, mais aussi le réemploi de certains composants en fin de vie. Le bâtiment présente des systèmes CVSE accessibles qui intègrent la conception aussi des aspects bioclimatiques. Le tout pour faire sûr que le bâtiment pourra être utilisé pour les expériences scientifiques, des projets pilotes et démonstrateurs. Il servira également de passerelle pour le transfert de connaissances vers l'industrie. Au niveau de flexibilité, comme vous voyez dans l'image, il y a eu une collaboration entre les futurs utilisateurs et les architectes qui a permis de tenir en compte une vaste palette d'usages et de types d'espaces différents en testant la viabilité de leur implémentation dans la structure de base proposée. Un des éléments importants sont les aspects bioclimatiques, bien sûr. La proposition de 2 jardins d'hiver, des espaces tampons non chauffés, mais très conviviaux. Et l'atrium central nous a aidé à optimiser la demande énergétique de ce bâtiment. Et aussi, il y a les modules de façade sont préfabriqués, comme j'ai déjà mentionné. Ils seront installés sur place et certains des modules pourront être facilement remplaçables afin de permettre à nouveau des tests de nouvelles technologies, matériaux. Voilà, un vrai bâtiment plug and test. Au niveau thermique, le bâtiment sera connecté à un réseau de chauffage et énergie très performant qui va être mis en place sur le site de Blue Factory. Et au niveau électrique, le bâtiment produira sa propre énergie et participera en même temps à la microgrid du quartier. Cette installation photovoltaïque intégrée dans l'enveloppe thermique présentera entre 4 et 5 champs photovoltaïques. Je ne vais pas rentrer plus en détail que ça, mais ça sera un projet qui est exemplaire et qui veut faire évoluer ce type d'intégration de panneaux solaires photovoltaïques dans l'enveloppe du bâtiment. Et aussi, le bâtiment va permettre de tester des nouveaux systèmes de stockage en conditions réelles. Pour finir, une image de l'atmosphère intérieure que ça devrait offrir, ce bâtiment. Et voici le résultat de l'éco-bilan qu'on a à ce jour. Nous avons basé nos calculs sur la société 2000 watts selon la dernière SIA 2040 qui va évoluer. Ici, il faut dire qu'on ne tient pas en compte les éléments de fixation de CO2, etc. Alors, voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans la table ronde. Et pour toute personne qui aimerait bien avoir plus d'informations, je vous encourage à visiter le site internet du Smart Living Lab ainsi que le site du groupe Building 2050. Merci. Merci beaucoup pour ces 2 présentations. Peut-être une question immédiate par rapport à cet éco-bilan qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez considéré, donc, probablement pas le stockage CO2, est-ce qu'on arrive aujourd'hui sur un bâtiment de ce type-là à faire une sorte d'estimation de quel pourrait être l'impact si on calcule en termes de net zéro
avec ce qu'on pourrait éventuellement stocker dans le bois de la construction, etc. On n'a pas fait le calcul, mais on est optimiste, on va le faire parce que le bâtiment, voilà, il est encore à construire, mais et les projets de recherche vont se poursuivre. Ça va être un bâtiment qui va être aussi évolutif, alors il va pouvoir évoluer, mais il faut dire aussi que je pense qu'on est dans la bonne voie en suivant cette SIA 2040 pour l'instant. Alors, voilà. En tout cas, vous avez remarqué dans le graphique que le plus important, c'est l'énergie grise de la construction au niveau de l'opération du bâtiment. C'est vraiment, de l'opérationnel, c'est vraiment minime. C'est presque neutre en énergie. Alors, il faut travailler les matériaux, mais aussi il faut avoir les bases de données adaptées à ça, parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Alors voilà, on refera le calcul avec les nouveaux bases de données. Ça marche, merci. Parfait, merci. Donc il y a encore quelques autres questions sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. On va changer à nouveau de plateau et on va se retrouver dans quelques minutes.